ben, bonsoir tout le monde, l'honneur et puis respect, bah, tout le monde on la terre, qui a gardé nous, soya, qui a écouté, et puis c'est maman là, ma djumbe, maman là, les autres savent, pour ça qui, pour qu'on savent, ma djumbe, rentrant dedans comme nous, pour nous aller chercher comme nous, pour nous savent, qui nous nouiller. Qui donc, au soya, nous ni des mamans là qui, et puis nous ni, donc Georges Emmanuel Germani, qui a présenté quoi, peut-être que vous connaissez lui tout partout. Nous ni tout Dominique Monotuka, qui a présenté quoi. Nous ni Roland Bosphore, et puis, toujours, et puis nous, eh bien, moi, on veut dire, comment on va dire ça, en français, complice, Vicky Poulin-Catan, et qui laisse nous garder ensemble. Nous avons parlé des affaires, Code Noël. Mais avant ça, maman est là. Dis des petits mots sous autres. Alors, on va commencer, puisque. Alors, Dominique Monotuka, donc. Moi, c'est maman Martinique. Et. Je réfléchi et pratiquer en l'eau, en l'air, s'annouiller, s'amoyer. Et qui m'en a traduit ça en perception et en pratique. Et ma matière en ça aussi, puisque, comme vous savez, eh bien, je joue en perception nous, puis je peux ça dévier pratique nous. Et parce que nous parlons, eh bien, il servi violence. Et donc, il faut dégager tout ça. Mais c'est aussi un monde qui exerce un métier qui s'est appelé avocat. Donc, c'est un outil. C'est un outil que je servi pour s'avancer dans le chiméen que tu on disait tout à l'heure. Donc, c'est ça qui est l'essentiel. Et puis, bon, il y a des livres en l'air, justement, sujet à nous allons parler aujourd'hui. Merci, Anchaï Dominique. Peut-être que nous allons Roland Bosphore un petit moment. Bye. Eh bien, bonsoir tout le monde. Hein. Bonsoir tout le monde qui a écouté nous, Martinique et puis Oliron la Caraïbe, Oliron le monde entier. Alors, moi, c'est Roland Bosphore. Martiniquaise, mais je toujours dit que je suis profondément nordiste, nord-atlantique. Sans région, je suis dans la région, parce que je suis originaire de la Trinité, mais région du nord-atlantique qui est un petit peu qui délaissée, qui n'a pas parlé dit, eh bien, je ancré dans des pieds, moi, ancré dans la région Tala, parents moins, grands-parents moins, nous toutes nous, des régions Tala. Alors, moi, historienne, donc, moi, d'abord, j'étais professeur d'histoire en lycée, la Trinité, et puis après, mon travail à la recherche au niveau du campus de Chelcher, dans le groupe AIHP Géode. Moi, dans le groupe Tala toujours. C'est un groupe qui est mené par le professeur Pascal Safache. Donc, dans recherche, mon accès travail sur les luttes sociales. Les luttes sociales depuis un temps, période esclavagiste. Donc, ça permet moins toucher du doigt, justement, le code noir. Bon, ça permet de travailler en ça. Mais les luttes sociales, depuis un temps, période d'esclavage, jusqu'à maintenant, je travaille sur les luttes sociales jusqu'à maintenant, et moi mettais en lutte sociale au grand jour, en lutte qui était méconnue des Martiniquais, la fusillade de Bassignac, et puis moi travaillé dans d'autres ouvrages, moi j'ai d'autres ouvrages et qui permettent moi justement garder ça s'atteiller et puis en perception un peu pas différente, mais en notre perception, en notre analyse de affaires Côte Noire. Merci Anchaï. Avant, Vicky nous un petit décatement les programmes nous au Soya, dis-nous, Georges Emmanuel Germani.
Alors, moi, c'est mon maï matinique. Et à dans présentation, moi, t'ai qu'à retrouver comme moi. Parce que, effectivement, bon, moi, la matin, qui est du sud Caraïbe, rivière salée, la vieille salée, c'est commune moi, pas côté la matin moi, mais pas côté papa moi, la Trinité, c'est le sud pour nous, puisque c'est Lorrain Sainte-Marie, Gaumont qui était nous. Et donc, moi, en mamaï tout partout Martinique, moi, sans militant, qui pas qu'à militer encore, parce que moi, vini bâtonnier, moi, c'est avocat Martinique depuis combien d'années, depuis un quart de siècle, et moi, fait 2 années bâtonnier, qui a fini le 31 décembre. Donc après, moi, quand je suis venu peut-être militant, je suis venu peut-être politique, mais en tout cas, là, moi, pas qu'à faire politique, c'est la défense de la profession d'avocat qui a mené moi, qui a guidé moi, et jusqu'au 31 décembre, c'est en disant ça, moi, qui travaille, mais fonction en bâtonnier qui permet moi intervenir sur des sujets qui éminemment politiques, comme par exemple le Sénat invité moi pour auditionner moi la situation de la justice, de la sécurité et des institutions à Martinique. Donc et puis en Baoua nous n'y en député, nous n'y en tradition de ni des hommes politiques en Baoua, mais députés, etc. Et c'est Giovanni William qui est rapporteur du budget et qui auditionnait moi aussi par rapport à ça. Donc, fonction tala de bâtonnier, c'est une fonction qui très, très, qui n'est importance li, hein, qui fort, qui indispensable aussi dans la société, et que sans nous savent, droit c'est mon nom qu'à disparaître. Liberté d'expression, le droit à la santé, à la sûreté personnelle, toutes ces libertés à la capacité, parce que société a tout peut-être, pas société Martinique seulement, hein, société française capacité peut-être, nous oui, pendant la crise Covid, nous oui, pendant les différentes actualités qui arrivent le monde, et dit que faut qu'il y ait un vrai défenseur des droits, et même si vous créez un poste de défenseur des droits, mais c'est l'État qui fait. Donc, bon, et puis les réserves qui n'y, faut qu'il y ait un monde qui est indépendant et qui peut ça parler et porter en voix pour défendre, au-delà, dit les avocats, les justiciables, le droit. Voilà. Merci Anchaï, Georges Emmanuel Zelmani, je veux bien comprendre qu'il est bâtonnier, avocat, nous avons des moments droit et puis nous avons des moments qui ont joué dans l'histoire. Et comment nous avons ça au Soya, Vicky? Au Soya, effectivement, nous avons parlé, d'ailleurs, on a commencé par dire bonsoir tout le monde qui a regardé nous, bonsoir tout le monde Martinique. Nous avons commencé au Soya par aller regarder les affaires code nous étaient là. Qui ça qu'a dit les autres? Qui ça qu'a dit monde Martinique? Qui ça y est, déjà, nous avons regardé ça qu'a bas. Monsieur Simon Cadio, le code noir, à qui ça qu'a fait songer? Le code noir. Alors, faudrait peut-être déjà à la base que je sache il s'agit de quoi. Parce que le code noir. Simon dit le code noir. Est-ce ça qu'a mis en bagaille dans l'esprit? Qui ça qu'a fait songer? Ah, justement, parce que assez normalement pas trop à la haute information, trop machin. Donc, conclusion, le code noir. Ouais, c'est quoi, en fait? Simon qui a dit le code noir, qui ça qui a venu en tête? Code noir. Ça qui a venu en tête, même. Code noir. Ça en passe ça? Ok, merci en chat. Simon qui a dit le code noir, qui ça qui a venu en tête? Le code noir. Voilà, franchement, rien du tout.
Franchement, là, ça me dit rien du tout. Ça, non, franchement, ça me dit rien. Alors, madame, le code noir a été créé sous Colbert, enfin, pour simplement permettre, enfin, légaliser toutes les atrocités que les Toubabs nous faisaient à l'époque. Et puis voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc ils se sont donné un cadre pour faire des choses qu'on pourrait dire méchantes. Et puis, ça a permis aussi, alors qu'il n'y avait pas de type de propriété, c'est la Réunion par exemple, c'est une terre qui était vierge quand elle a été découverte et tout ça, mais il y avait aussi de l'esclavage en Réunion, à la Réunion, pardon. Et voilà, c'est pas machin. Ils ont fait de ça pour légaliser les actions les plus dégueulasses que l'être humain ait pu faire, puisque jusqu'à présent, il y a encore de l'esclavage, mais sous d'autres formes. Voilà. C'est bon, là, quand même. Lorsque je dis code noir, qui c'est ça qui a monté en ligne? Moi, peut-être si vous pendant le monde, c'est les mots de l'école. Moi, pas jamais entendre ça. Personne n'a jamais apprendre ça. Et puis, ce n'est qu'en grandissant que des bons conseillers ont parlé de ça, des étudiants qui étaient sortis en France, qui étaient finis par étudier, ils étaient capables de dire ça, mais ils étaient capables de dire ça en drôle de manière, entre eux. Mais le gros du public, qui avait besoin de savoir, non. Nous pas et ni la capacité à l'époque d'y aller chercher, puisque les livres étaient réservés à une certaine élite. Alors, ce qui fait qu'en grandissant et en côtoyant certaines personnes, j'ai lu. J'ai pas tout lu, parce que à un moment donné, moi, j'étais un peu révolté. Là, mais j'ai entendu des amis proches parler, et là, je me suis posé la question, pourquoi nous n'avons pas, au jour d'aujourd'hui, une émission, je sais pas, quelque chose qui parle de tout ça. Et c'est ça mon problème. Merci, Michel. Nous sommes au pied du plus haut sommet de la Martinique, le volcan de la Montagne Pelée. Bah, tu sais, je t'ai pas emmené à la Montagne Pelée uniquement pour te montrer à quel point elle est belle. Anne-Emmanuelle Négy est responsable pédagogique à l'Institut catholique européen des Amériques. Cette balade aux côtés de sa fille de 7 ans est avant tout pédagogique. Un lieu, une histoire qu'elle souhaite aujourd'hui transmettre. Les premiers habitants de la Martinique, qu'on appelait les Arawaks, ils vivaient sur le fond de la montagne et ils vivaient de la pêche, de l'agriculture. Ils sculptaient un peu pas mal de choses, donc les pierres. Les colons ont débarqué. Donc quand ils ont découvert bien sûr qu'on pouvait vivre de l'agriculture, la canne, le sucre et tout ce qui s'ensuit. Donc ils ont eu la mauvaise idée en fait tout simplement de déporter les peuples de couleur noire bien sûr. Donc je parle d'Afrique. De transmission à sa fille, cette jeune femme y tient aussi car dans son parcours scolaire à elle, l'esclavage aux Antilles n'a jamais été abordé. Si je n'étais pas soif d'histoire, je n'aurais pas connu spécialement ce qui s'est passé il y a longtemps. Donc j'en ai entendu parler de bouche à oreille. Mais si vous voulez me transmettre des livres ou qu'un professeur m'en parle, je n'ai jamais connu. On nous enseigne pas notre histoire spécialement. Donc j'ai été confrontée malheureusement souvent, pas à des moqueries, mais à des reproches d'autres collègues, par exemple d'îles anglophones, qui eux avaient étudié leur histoire. Et je me rappelle un jour lors d'une réunion où on parlait un petit peu, on faisait un tour de table. Je n'ai pas pu raconter grand-chose parce que tout simplement je n'y connaissais rien. L'histoire de son île, Anne-Emmanuelle l'a découverte aux États-Unis, grâce à quelques rencontres. C'est avec des amis américains, quand je faisais mon stage aux États-Unis, qui m'ont plus évoqué le fait de mon histoire et qui m'ont posé sur la table de livres. C'était France Fanon et Aimé Césaire, mais je n'y connaissais toujours rien. Vivre sans connaître son passé, cette maman souhaite qu'il en soit tout autrement pour ses 2 filles. Donc comme tu peux remarquer, la BD, c'est exactement, ça raconte exactement la même chose que dans le film, puisque
puisqu'il s'agit de la rue Cazeneuve. Anne-Emmanuelle se charge donc d'enseigner personnellement à sa fille l'histoire de l'esclavage aux Antilles, mais de manière ludique. Lecture de bande dessinée sur une tranche de l'histoire de la Martinique. Visionnage du film tiré du même ouvrage. Tous les moyens et outils pédagogiques sont mis à disposition pour faciliter la compréhension. En fait, on nous exploitait. T'as vu, par exemple, quand je te dis va faire le biberon de ta sœur, tu me dis arrête, t'es fatigué. Mais par exemple, eux, c'était tout le temps, va couper la canne, va faire ci. On les payait même pas, on les fouettait quand ils faisaient mal le travail. La monarchie a toujours soutenu la traite atlantique et l'esclavage colonial. Les enjeux économiques pour le royaume de France sont extrêmement importants. En 1685, Louis XIV va signer un texte, un édit, qui est connu sous le nom de Code noir. En fait, il s'agit d'un ensemble de textes législatifs qui, durant tout le XVIIIe siècle, va être augmenté. C'est Colbert qui est à l'initiative de ce texte, même si au moment de la signature, il n'est plus, il est décédé 2 ans plus tôt. Le Code noir, c'est donc un ensemble de textes extrêmement particuliers qui spécifie véritablement la manière dont les êtres humains vont être utilisés et exploités par leurs propriétaires. Mais c'est aussi un ensemble de textes troublants, car si les captifs devenus esclaves sont bien considérés dans ce texte comme des biens meubles, c'est-à-dire des biens que l'on peut déplacer tout simplement comme des mobiliers, il dit aussi ce texte qu'ils doivent être baptisés et donc ils doivent entrer, ces esclaves, dans la communauté chrétienne. Il y a quelque chose ici de très troublant, presque d'antinomique entre ces deux perceptions qui montrent bien que l'esclavage colonial est un système qui comporte en lui-même ses propres limites. Comment considérer des êtres humains baptisés et donc des chrétiens comme des biens meubles? Ce code noir ne s'appliquera que dans les colonies françaises, donc il ne légifère pas sur le sol de France, mais il va créer l'existence d'une catégorie d'individus qui n'existait pas jusqu'à présent, ce sont les personnes mises en esclavage. Le choix de l'œuvre La rue Cazeneuve de Joseph Zobel n'est pas non plus anodin. La rue Cazeneuve, ça raconte une histoire vraie surtout. Il faut savoir que ça a été tourné à Rivière-Salée, plus précisément à Petit-Bourg, où c'est un ancien quartier d'esclaves. On voit qu'on a encore des personnes qui sont domestiques chez les personnes un peu plus bourgeois. Donc voilà, donc tout ça est répertorié dans le film, donc j'ai trouvé très intéressant de lui montrer ça. C'est un film sur l'importance de l'éducation. L'éducation qui donc est synonyme de liberté. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle le professeur, M. Stephen Rock, l'instituteur Stephen Rock, quand il écrit au tableau l'instruction est la clé qui ouvre la deuxième porte de notre liberté, puisque la première porte, c'était pour cette autre partie du monde, les Antilles, donc l'abolition de l'esclavage,
Et maintenant, la deuxième porte de la liberté, c'est ça. C'est l'instruction. Et quand on a la chance, effectivement, d'avoir accès à l'instruction, accès à l'éducation, il faut saisir cette chance. Une fois le cours terminé, vient l'heure des questions-réponses sur qu'est-ce que c'est l'esclavage. C'est méchant et c'est un combat aussi. Une réponse succincte et incertaine, mais qu'importe. Pour Anne-Emmanuelle Négy, il s'agit surtout de semer des graines qui germeront au fil des années. Mais nous, nous des mamans, quand on dit en français, est-ce que vous avez dit éminence? Maman, moi, grise, ça c'est le problème. En toute manière, il y a nous, que ce soit Georges Emmanuel, que ce soit Dominique, que ce soit Hollande, et puis, qui a là, qui a fouillé yo titac, et puis, pas oublier, vous avez crier yo, pour yo dire autres, c'est ce qu'on a pensé. Mais je dis, maman est là, en question, souvent, il y a dit nous, ça a passé, pas parler de ça. Pas lever mouche en le caca. Qui te pareil là où là? Mais là, ces autres qui ont la parole là pour dire qu'il soit Hollande, qu'il soit Dominique, qu'il soit Georges Emmanuel. Est-ce qu'il ne faut pas parler de ça? Alors, parler du Code noir, c'est parler de période de l'esclavage, puisque c'est un bail qui fait dans la période de l'esclavage. Alors, analyse-moi sur les codes noirs, je vais aller rapidement, je ne vais pas dire tout ça qui était ni à dans le code noir, puisque bon, il suffit que vous preniez un texte là, la considération, vous allez considérer ces gens-là qui sont en esclavage là, mais je vais aller plus loin, je vais dire que le code noir là, qui entériné, sans bail pour entériner en situation, c'est pour entériner schisme là qui a fait là entre ces mamans là qui déportaient et puis arrivé dans les îles avant le continent. Il y a une rupture qui a fait. La traite c'est en rupture. Première rupture là c'est la traite. On prend des gens, on déporter. En général déporter des réfugiés ça après la guerre. Bon, il y a prendre des gens, il y a déporter dans d'autres continents, dans d'autres territoires. C'est une première rupture. Mais il faut qu'il y ait entériné, il faut qu'il y mette en espèce de barrière à la rupture pour pas ni de retour. Code noir là, c'est justement sans non-retour identitaire. Il faut qu'il n'y ait pas retourner, il faut qu'il n'y ait pas garder derrière. Il y a mettre code noir là qui a dit c'est bon, t'as là pas rien. Il n'y a pas ni rien, il n'y a pas rien. Il y a fait partie du mobilier de l'habitation. Quand il y a fait inventaire en l'habitation pour vendre ou bien pour faire succession, c'est esclavagisé à compter parmi, il y a mis non esclavagisé à l'âge à peu près valet, considéré qu'on n'importe qui bête l'habitation. Il y a fait même là pour ces bêtes là qui allaient l'habitation. Donc Code noir là qui a entériné ça, il a légalisé ça, il a justifié ça. Et Code noir là c'est aussi en non-retour, en fois que ou pas rien, ou bien pas retourner là où tu es. Alors, nous avons dit non-retour, quand elle nous peut poser en question la même. Nous avons dit non-retour. Est-ce que je dis, Bagaïtala disparaître, Code noir disparaître? On va savoir, est-ce que. Alors, oui, c'est les juristes là qui ont réponse là. Oui, je peux dire des petits mots de ça. Alors, je peux dire en français parce que moi, bien, mais en fait, que un certain public comprenne. Ça m'a qu'à dire. En fait, la chose n'est pas abstraite. Parce que lorsqu'on parle du code noir, il y a une sorte d'abstraction qui est trompeuse. À savoir qu'il s'agit d'êtres humains. Ce sont des hommes et des femmes qui vivent en Europe,
et qui ont décidé, en prolongement de leur propre incivilisation, je parle d'incivilisation pour signifier qu'en effet, qui vont être appelés plus tard les Occidentaux, les Européens viennent de sociétés qu'ils revendiquent d'ailleurs, la Rome antique, la Grèce antique, et qui sont toutes des sociétés esclavagistes. Il faut bien comprendre ça, parce qu'on ne comprendra pas d'où provient en fait ce dit code noir. De quoi se sont-ils inspirés pour pouvoir en fait élaborer ce code noir qui va, en France en particulier, puisque même si ailleurs aussi, l'Espagne et autres, l'Angleterre, ils vont avoir le code noir, mais 1785, cette émergence. Et donc, oui, la société romaine est une société esclavagiste. Elle est aussi républicaine. La République, dès sa naissance, est esclavagiste. C'est pour faire le lien avec la République après. 1792, Première République française, etc. On va y revenir. Deuxième République, 1848. La Grèce antique est esclavagiste. Le citoyen, le concept de citoyen en droit, le citoyen, son émergence, c'est un esclavagiste par définition. On définit le citoyen, est un esclavagiste. L'ordre, en fait, voilà. Donc, c'est de ces incivilisations, je parle d'incivilisation parce que là, on chosifie les êtres humains. Hein, il y a le statut d'affranchi, le statut d'esclave, en fait, voilà. Et la majorité de ces populations, de ces sociétés de l'époque, depuis l'Antiquité, est esclavagisée. Ce sont des esclaves. Les femmes, les enfants, bref. Il faut le savoir. Donc, dès lors, il y a ce prolongement. Et puis, il y a cette volonté d'aller conquérir d'autres contrées pour des raisons qui leur sont propres. Mais ce qui nous intéresse, en fait, c'est que ces Européens, ces hommes et ces femmes, en particulier surtout les hommes, vont décider à travers en fait, leurs États, à travers leurs rois, à travers en fait, leur gouvernement, hein, même si tout ça va évoluer dans le temps, on prendra différents noms, mais la dynamique est là, ils vont décider d'aller dans d'autres contrées et mettre en esclavage d'autres hommes et femmes. Et dès 1444, on retrouve en fait en Espagne, voilà, on retrouve en fait ça en fait en Afrique, il ramène des gens, voilà, et finalement va s'installer ce qu'on appelle le commerce triangulaire. Ils iront en Afrique, sortir d'Europe, ils iront en Afrique, ils iront dans les Amériques pour implanter un système particulier qui est le système esclavagiste. Mais le modèle est là, la mentalité est déjà là. À part qu'ils vont considérer qu'en fait, que ces êtres que sont nos ancêtres, ces hommes et ces femmes en fait, d'Afrique, sont des êtres en fait, les plus inférieurs du monde et méritent. Hein, ils sont indignes de l'humanité. La dignité, ça veut dire qu'en fait, bon, ils n'ont pas, en fait, je dirais, les qualités naturelles pour être traités ainsi. Rappelez-vous, 1550, à Valladolid, en Espagne, en fait, le roi Charles Quint, ils vont décider de débattre, à savoir si les dits indiens, c'est comme ça qu'ils vont les nommer, amérindiens, en fait, d'Amérique, en fait, sont des êtres humains ou pas, s'ils ont une âme, et finalement, eh bien, ils vont opter, en fait, pour oui, a priori, mais entre les cas, s'agissant des Noirs, ils n'en ont pas, et donc ils méritent, en fait, d'être esclavagés. Donc, c'est ce qui va se faire. Et donc, voilà le début. Donc, comprenons, et dès lors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ces hommes et ces femmes européens, en particulier d'abord ceux qui sont en avant, ce sont les hommes, et les femmes, en fait, au fur et à mesure, vont s'y intégrer. Mais ces hommes et ces États vont arracher des hommes et des femmes du continent africain pour les emmener dans une autre société, les arrêter de leur société pour aller les implanter dans une autre société, qui est particulière à cette société puisqu'elle est esclavagiste. Donc c'est un ordre particulier. Et cette société leur réserve des statuts particuliers. En droit, j'entends, statut d'esclave,
de meubles et d'affranchis, qui sont des statuts très précis et qui se caractérisent substantiellement en droit comme des statuts qui dénient la qualité d'être humain aux êtres humains. Le statut d'affranchi, de meubles, d'esclaves. Voilà. Et donc, voilà en fait l'ordre que l'on appellera juridique, lorsqu'on appellera en fait, qui prendra le nom de code noir, en fait, l'ordre en fait qui va régir en fait ces hommes et ces femmes. Et donc, je souhaitais rappeler ça, hein, ce rapport d'être humain. Et donc, et je dirais aussi, pour l'instant, qu'en réalité, pour répondre à cette question, le rapport à maintenant, figurez-vous qu'en fait, et je vais en faire la démonstration tout à l'heure, que l'État français n'a jamais aboli le code noir, et il est encore en fait opérationnel à travers en fait ce que l'on a communément appelé le statut d'assimilation juridique et qui correspond en fait au statut d'affranchi. Mais je le répète, en fait, le code, contrairement à ce que l'on laisse croire, en fait, le décret du 27 avril 1848 n'est pas venu abolir l'esclavage, l'ordre esclavagiste. L'État français a choisi non point d'abolir le système esclavagiste en avril 1948, mais a souhaité, en fait, puisqu'il n'a pas choisi l'abolition immédiate. Il a choisi, parce qu'il y a deux options possibles, en fait, face à ça. Il y avait dans le débat, il y avait deux options. Soit l'abolition immédiate, donc on abolit maintenant, ici et maintenant, et c'est terminé. Soit l'abolition progressive. Et donc là, ça s'étale sous le temps. Et c'est cette option que l'État français a choisie. On fera la démonstration tout à l'heure pour permettre en fait aux téléspectateurs de bien comprendre. Et donc, dans ce choix, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, finalement, l'État ne va jamais, réforme en réforme, l'État français ne va jamais abolir l'esclavage jusqu'à présent. Jamais il y aura un texte en fait qui va venir en fait mettre fin à ce système, à ce code noir. Donc, je donnerai les éléments tout à l'heure. Nous savons bien que nous sommes historiens, nous sommes juristes, avocats, et ni des bagailles par rapport à ça, peut-être qu'on a dit d'autres bagailles, Georges Emmanuel, Germanie, mais il y a une question qui a venu là en Cabèche-Moins, petit code noir. Alors, code, parce que dès que la monarchie française va s'installer au pouvoir de façon stable et durable, elle va vouloir imposer, puisqu'on sait que la France a été un temps tiraillée entre les Jacobins et les Montagnards. En fait, toute l'histoire du centralisme français est autour des luttes contre les féodalités et pour un centralisme parisien. Et donc, le code noir, c'est comme n'importe quel autre code ou édit du roi, c'est une norme, une règle qui est faite pour unifier les pratiques. C'est une loi, en fait. Et là, le code noir arrive pour normaliser, mais normer les pratiques sous les colonies, les pratiques des colons, les pratiques des esclaves, les pratiques de l'Église, et il faut qu'on en parle. Personne n'en a parlé ici, mais c'est très important. Et c'est une façon pour le roi de France et pour l'Église catholique, puisqu'il est à la fois une autorité civile, politique, militaire, mais également une autorité religieuse. Donc c'est l'occasion pour l'Église catholique et pour l'État français, puisque l'État c'est lui, d'asseoir une autorité royale. C'est ça, le code noir, on pose
l'autorité du roi de France et l'autorité de l'Église catholique. Et quand je dis l'autorité de l'Église catholique, ben, les premiers articles montrent qu'on est d'abord dans des règles religieuses. Premier article, on bannit les Juifs, on les exclut du commerce de l'esclavage. Parce qu'il faut savoir que les Juifs étaient pourchassés un peu partout, ils voyaient leurs biens confisqués sur la terre de France, donc ils se sont lancés massivement dans le commerce d'esclaves, dans l'esclavage. Ils avaient les bateaux, les assurances, etc. Et là, on s'en prend à leur business, si j'ose dire. Et donc, le premier acte du Code noir, c'est un acte antisémite, puisque on les prive du droit de faire du commerce de l'esclavage. Et puis, les articles qui suivent sont aussi sur la matière religieuse, puisqu'ils portent sur l'obligation, presque la condamnation, l'obligation de se baptiser et l'interdiction de pratiquer un autre culte, avec toutes les sanctions qui vont bien. Et ça montre le lien entre l'Église et l'État. Donc, si l'État, par la loi Taubira, a été jugé criminel contre l'humanité, à ce titre, l'Église catholique aussi est criminelle contre l'humanité. Et aujourd'hui, il y a en Martinique beaucoup de catholiques fervents, pratiquants, sincères, qui ignorent que s'ils sont catholiques, c'est parce qu'il y a 300 ans, on a obligé, sous peine de sanctions très, très importantes, on a obligé leurs ancêtres à se convertir, à renier leur foi, leur religion, leurs identités, leurs rites, leurs coutumes, leur culture. Et c'est important qu'on en parle en cette période de fête des morts, de Toussaint, parce qu'il faut que les Martiniquais sachent qu'en Bafay, ces gens qu'on a christianisés de force ont conservé une partie de leur rite africain en pratiquant le culte des morts. Et c'est pour ça qu'on est dans les cimetières à la Toussaint. C'est pas parce qu'on est catholique, hein. Parce que la Toussaint, c'est la fête des saints. Et il y a un jour pour les saints, la Toussaint. Mais le deuxième jour, le jour pour les morts, ça, c'est africain. Et c'est pour ça qu'on est dans les cimetières. C'est parce qu'on est resté quelque part dans les pratiques qu'on retrouve dans le vaudou, dans la santeria, dans le candomblé, dans toutes ces pratiques qui nous viennent de l'Afrique. Je sais que ça va troubler un peu les fervents catholiques qui vont au cimetière là ce week-end, mais il faut qu'ils le sachent. Si vous êtes dans le cimetière ce week-end, ce n'est pas parce que vous êtes catholique, mais parce que vous êtes vaudouisant. Et donc, c'est d'abord, donc, comme je le disais, en premier lieu, un crime religieux, un crime catholique, l'esclavage, puisque l'une des personnes qui parlait dans le petit reportage, le petit micro-trottoir, s'étonnait de ce que il y avait une opposition, une contradiction entre le fait de baptiser les Africains et donc de les considérer comme des êtres humains, mais en même temps de les traiter comme des biens meubles et de proclamer qu'ils étaient des biens meubles. Mais en fait, c'est parce qu'elle n'a pas bien compris ce qu'était, et ce qui est toujours d'ailleurs l'Église catholique, où on baptisait aussi les navires. Or, les navires, ce n'est pas des êtres humains. L'Église catholique bénissait et baptisait aussi les navires qui transportaient nos parents à fond de cale. Donc, c'est vraiment une entreprise criminelle très impliquée dans cela. Et donc, chacun avait sa place dans la strate, non pas humaine, mais dans la strate simplement de ce qui se voit. Donc, on voit des choses, on voit des animaux, on voit des êtres humains, on voit des bateaux,
on voit des chiens. Vous savez, il y a une pratique, par exemple. Il n'y a pas que les bateaux qu'on baptise. Il y a aussi les bénédictions qu'on donne à son taxi quand on est chauffeur de taxi, les bénédictions qu'on donne à son instrument de musique à la Sainte-Cécile. Et donc, il y a déjà dans la tradition catholique, apostolique et romaine une habitude de baptiser tout et n'importe quoi, de bénir tout et n'importe quoi, et pas seulement des êtres humains. Donc, ça n'est pas un hiatus, et c'est d'autant moins un hiatus d'ailleurs que dans l'Église, chacun a sa place, et qu'il y avait la place réservée aux colons dans l'Église, et mieux encore, le colon qui faisait toutes sortes d'atrocités et de crimes, donc qui avait en lui peut-être des esprits maléfiques, parce que pour tuer les gens, pour leur couper le jarret, pour les marquer au fer rouge, pour les tuer juste pour le plaisir, il faut avoir quand même quelques démons en soi. Eh bien, ces personnes-là remplies de démons étaient enterrées dans l'église. Et il y a du coup, faisant de l'église un lieu un peu démoniaque, avec des mauvais esprits dedans. Eh bien, il faut savoir qu'en Martinique, et ça on ne le dit pas aux Martiniquais, il y a plein d'églises qui ont des gens avec des démons enterrés à l'intérieur. Il y a par exemple la cathédrale, il y a l'église de Sainte-Marie, il y a l'église du Morne-Rouge, il y a l'église des Trois-Îlets, il y a l'église du Robert, etc. Je me demande, je me pose la question, qui on va prier quand on va dans un lieu rempli de gens avec des démons enterrés? Mais bon, c'est une autre question. Après, arrivent dans le Code noir des dispositions relatives à l'état civil. Et quel est le lien entre l'Église et l'état civil? C'est que l'état civil est assuré par le baptême. Et pourquoi on passe à l'état civil? C'est pour maintenir les Africains en situation, réduction en esclavage. C'est-à-dire interdire les mariages entre blancs et noirs, entre esclaves et maîtres, faire en sorte que, quel que soit ce que l'Africain réduit en esclavage a pu accumuler, on lui fait interdiction de le posséder, interdiction de le transmettre. On détermine qui sera le propriétaire lorsque deux maîtres ont leurs esclaves qui ont fait un enfant ensemble. Alors on va dire, bon, c'est la mère, donc c'est le maître de la mère est propriétaire de l'enfant. Enfin, des choses extraordinaires sur le plan de l'imagination. Et souvent, on pense que ça vient de France, du roi de France, de Colbert. Eh bien, c'est faux. Ça vient d'abord des Békés de la Martinique. C'était, historiquement, les plus cruels et les plus féroces. C'est eux qui ont fait venir spécialement de Cuba des chiens mangeurs d'hommes pour lutter contre les fuyards, parce qu'il fallait ramener le cheptel humain, ou en tout cas les empêcher de fuir. Donc c'est sur la base des textes des Békés de la Martinique, les plus cruels, les plus féroces, qu'on a construit le Code noir, que Colbert a pu commencer à le rédiger, et qu'après, c'est vrai, 2 ans après sa mort, il sera promulgué. Ce qui est extraordinaire, c'est que la statue de Colbert, qui était quand même un esclavagiste, d'accord, un promoteur quand même de la société des Indes et donc de la déportation de nos parents, et qui n'était pas un républicain puisque c'était un ministre d'un roi, eh bien, sa statue trône devant l'Assemblée nationale, qui est quand même censée être un des symboles, un des éléments de la République, de la démocratie et de la lutte un petit peu, en fait, de la défense des libertés fondamentales, de la lutte contre l'esclavage. Ça ne gêne pas les Français d'avoir une sorte de je sais pas moi, c'est comme si on avait, oui, un criminel contre l'humanité. Je ne vais pas prendre d'autres exemples de crimes contre l'humanité, mais un criminel contre l'humanité devant un lieu qui proclame la liberté. Ça ne les gêne pas. Pourquoi? Parce que ça appartient à leur patrimoine, ils en sont fiers. Exemple, quand on pense France, on pense Louis XIV, on pense fleur de lys. Mais la fleur de lys, c'est comme une croix gammée.
ça ne peut pas être autre chose que l'apologie d'un crime contre l'humanité, puisqu'on marque au fer rouge les esclaves en fuite sur l'épaule. Donc c'est des signes qui ne gênent pas les Français et qui ne gênent pas non plus les Martiniquais qui ne sont pas au courant parce qu'on n'a pas mis ça au programme scolaire. Je suis content qu'on ait parlé de ma commune, Rivière-Salée, qui est la commune la plus connue de Martinique au monde, puisque c'est le seul film qu'on ait fait sur une ville de Martinique qui a fait le tour du monde, etc. Bon, eh bien, Rivière-Salée nous raconte l'histoire du Code noir après le Code noir. C'est-à-dire, lorsqu'on pense qu'il n'y a plus le Code noir, eh bien, la pratique qu'on voit à Rivière-Salée, c'est les enfants qui travaillent, qui ne vont pas à l'école. C'est une exception si Joseph arrive à aller à l'école. Mais les autres, enfin, c'est José. Voilà, José, mais c'est José, c'est Joseph. Ouais, voilà. Donc, c'est une exception s'il arrive. Mais tous les autres sont privés d'école. C'est aussi, ça questionne l'ascenseur social, la promesse d'égalité, la promesse dite républicaine. La base même de la République française, pour ce qui nous concerne, c'est le décret d'abolition. Or, dans cette base-là, elle est déjà verrouillée, puisqu'on indemnise les maîtres. Et ça renvoie au Code noir, c'est-à-dire ils sont propriétaires, on les indemnise en rachetant leur propriété, et nous, descendants de ces propriétés rachetées, nous sommes la propriété de la France. C'est ça notre lien avec la France. Juridiquement. Hein? Oui, par la fond, donc, en toute manière, nous sommes venus, professeur d'histoire, nous parler de l'école, mais il y a tellement de choses à dire sur ça. D'après nous avons pu faire ça dans un an et demi, mais nous avons réalisé, il faut nous en mois, en les TV à Domadjumbe pour nous faire ça. Mais Vicky, nous sommes obligés de prendre une respiration, oui. Le temps que nous revirons dans les plateaux, et puis si les gens qui ont envie de crier, d'avoir il y a un bagage qui pour talent maman là nous voyons bien comment il y a ce maman là qui explique historien avocat qui explique bagage là faut nous pas honte connaître l'histoire nous Richard ça faut nous pas honte connaître l'histoire nous Vicky nous qui pas anti-respiration nous dans le bagage qui met chez nous bon en respiration mais toujours les mêmes thèmes là quand même hein? Donc il y a les au bord la Guadeloupe regarder qui ça Bled Maïki qui a dit nous il a parlé de nous dit là il débatté on nous garder ça Choukoultani Yo chaye pep Si t'es à Kalinago Si t'es à Zawa Amoué génocide fait Amoué génocide Amoué génocide fait Amoué génocide Messieurs Bandoulet Tendez Kaoukera c'était Basté Siboukera c'était Grande Kalina gote ka vive TV y a aussi des belles terres tout pas tout ni des belles fleurs mais ni un jour yo voit bateau à colonisateur la débarquer ni un jour yo voit bateau à colonisateur la débarquer avant jour là ça Sarawak te ni un sinon yo te kabali la Dominique ouais tout kouboli elle fait Marie galante c'était Aïchi les saintes désirate ni non aille aussi mais ni un jour yo voit bateau à colonisateur la débarquer oui ni un jour yo fait bateau à colonisateur la débarquer entend là ça Zawa et Kalina gote ni tout ça il faut yo teni te yo teni clou yo teni zeb yo teni fruit yo teni combien minéro yo teni tout en panoplia ressources naturelles à la rescousse pour continuer vie belle lait teni niage mais mauvais temps t'es cabine passe les colons qui vivent fait pillage dans tout village teni piège ou quand pirogue pour yo chaper avec ça qui était caché yo un tigote qu'a fait poison sans antidote teni bateau t'es caché dit fait les yo win job donc pirogue fini plus rage tout ça mène plus tristesse ça fait plus rage teni typique à disparaître un homme ta mort avant travail habitation à conquistador qui toujours fait plus alors qui est kidnappé mon Africa pour yo aussi yo fait bateau à colonisateur la débarquer yo aussi yo fait bateau à colonisateur la débarquer on gros bateau à Goma on gros bateau hey
Milliers moun, millions moun fait yo kidnapper. Certains peuples viennent avant, d'autres viennent après. Ni yolo qui mort, à la bateau live. D'autres qui sautent en la main pour yo te tini la paix. Ça qui rive, ka ou qui rap pour côté comprendre. Ni yo te fin dans chaque an, ni en chabanon. Pour yo te parler ensemble, yo inventé en langue. Les noms kill si ayo, adon la ronde, les migoka. Viennent à vrai jour. Les yo propos à cabrit la pour yo fait tambour. Et chaque boule là, casse mille l'amour. Depuis premier notre jour, ça tente ton code là. Et temps passé. Mais nous enracinés. Et tous ces tigres dans l'homme là, yo te cassimé. Fin pas pousser si vous voyez ça, ok fasciné. Serré, faut nous songer kill si y'en nous pour. Li pas jamais dissiper qu'on l'a fumé. Répétez, faut nous songer kill si y'en nous pour. Li pas jamais dissiper qu'on l'a fumé. Yeah, débac, débac, débac. Nous avons parlé du code Noël, nous avons parlé, on en parle, et bien on se pose la question, qu'on le veuille ou pas, il y a l'histoire, il y a le présent, comment voit-on aujourd'hui la vie par rapport, est-ce que, il a là toujours en manière, d'avoir parlé des Sakini par rapport à l'église, bon, en là, nous pas là qu'à jouer personne, hein, mais nous avons dit, ça, nous avons estimé, hein, sur Georges Emmanuel Kadi, c'est qu'il savent ça Kadi, ni nous ni un historien qui l'a, pas ça moi, combien de temps l'école ou apprendre ça, est-ce que tout livre nous ni ça pour monter ça? Alors ou bien est-ce que nous attendons l'arrivée grand? Non, c'est-à-dire que ni des bagailles qui parallèles et puis qui étaient difficiles. Alors, ça dépend dit conviction professeur histoire là. Nous t'es des groupes, on était dans un groupe où nous t'es quand même Dominique Tekadi, nous t'es des militants. Nous t'es des militants, faut qu'on pas oublier que m'arriver à l'histoire, c'est parce que c'est un jour moi qu'a dit Bonaparte c'était un dictateur. Ça alors comment t'as appris Bonaparte l'école? C'est un dictateur. Ben oui, quand t'es allé tout partout faire la guerre pour un pays monde bail comme ça. Et c'est dans ça fait moi chercher et m'arriver, c'est là m'arriver connaître la première abolition en Guadeloupe, c'est bail là. Donc nous étions des militants, nous étions dans un groupe d'historiens militants et nous nous en ouverture et nous entrons dedans. Nous étions dit nous pouvons régionaliser les programmes. Alors, nous étions prendre, nous étions fait parler, on va parler de la résistance en France, parce que moi j'étais en lycée, donc il faut que tu parles de la guerre, et puis il faut qu'on parle de la résistance. Eh bien, nous avons décidé la résistance, nous avons parlé de dissidents. C'est une forme de résistance. Nous avons parlé nous avons introduit dans nous avons dit enseignement des exemples de régionalisation, des exemples sur les géographes, sur les historiens, nous avons introduit ces exemples là. Donc tu dis débat là, tu dis là premièrement. Et puis deuxième bail là, où tu es dans l'union des parents d'élèves où connaître ça y est. Laissez parents qui disent ah oui, dans l'union des parents d'élèves, mais madame telle, n'oubliez pas qu'il y a le bac à la fin de l'année, il n'y a pas ça au programme du bac. Ça on peut dire parents, non, pas ça au programme du bac, il peut bailler Chili, il peut bailler Jean Moulin, la résistance, mais il peut bailler les dissidents martiniquais. Quand c'est fait moun la comprendre, etc. Puis ni des parents qui a dit pas parler de ça, bah ichou. Je t'ai fait mon remarque là, madame t'ai fait mon remarque là, grand-papa moi t'ai parlé de ce chama il a grand-père yo qui était esclave, bah comme ça. On pense à ça chama elle a dit parents, comment il dit ça, madame l'a dit moi papa et grand-parents, pas t'es esclave. Donc pas venir parler de ça, bah ichli. Donc tu vois ça très ambigu. Nous t'ai essayé faire ça nous paix et m'a croire que m'a parlé dit nous t'es plus en avant que les autres, mais tenir un certain groupe de professeurs histoire tant au lycée général qu'au lycée professionnel de Trinité où nous t'ai essayer mettre les choses en avant, tenir moi Léotin, tenir monsieur François, tenir monsieur Armand Nicolas, donc tenir des monde comme ça, tenir monsieur Louison, tenir des monde comme ça qui t'ai fait que nous t'ai
mon cas bien dit essayer. À l'heure actuelle, la régionalisation des programmes, ça va aller plus loin parce qu'il y a des livres. Ah, on passe aussi, puisque moi pas enseignant encore, on passe aussi c'est enseignant qu'à utiliser toujours, mais ni livres, ni plusieurs livres qui fait en l'air l'histoire de la Martinique et puis l'histoire de la Caraïbe. Mais c'est pas des livres qui c'est des livres scolaires, hein, des manuels scolaires, hein, mais c'est pas des manuels qui manquent à dire qui utilisés peut-être dans tous les lycées et tous les collèges. Donc voilà le point. Nous avons un chemin qu'il y a fait. D'après, je ne sais pas si c'est Dominique ou bien Georges Emmanuel qui dit le code noir n'a jamais été aboli. C'est bien ça. Il n'y a pas. Expliquez-nous pour que le monde entende ça, oui, ça veut dire. Tout à fait. Ça important en fait d'y comprendre ça. Et je crois qu'en fait que c'est d'autant plus important que il est difficile de concevoir que des jeunes qui sont, par exemple, à l'université, en Martinique, par exemple, et qui ont vocation, en fait, à faire émerger une vision pour ces hommes et ces femmes qui vivent sur ce sol martiniquais, qui doivent prendre pour l'avenir, à un moment donné, qui vont devoir prendre des décisions pour la collectivité humaine que nous constituons, être en fonction, il est difficile de penser en fait qu'ils puissent être véritablement efficaces, être dans le discernement sans connaître c'est quoi le code noir, comment c'est organisé et en quoi en fait il est structurellement maintenu aujourd'hui encore. Et donc, je disais tout à l'heure que l'État français a choisi l'abolition progressive et non immédiate du système esclavagiste. Et lorsque je dis ça, je vais illustrer, démontrer en fait ce que je dis de façon à ce qu'on comprenne ce que ça signifie. Puis, il y a un autre aspect aussi qui est très important pour comprendre en fait le code noir. C'est que lorsque en fait un État décide d'abolir un système esclavagiste, le système esclavagiste qui le concerne, eh bien, il a substantiellement, là, dans le cas d'espèce, il avait trois possibilités, si je puis dire. Soit fonder cette abolition sur le droit naturel, et dire que parce que ils sont naturellement, parce qu'ils sont en vérité des êtres humains, naturellement des êtres humains, et par conséquent, ils doivent bénéficier du statut d'être humain. Soit ils le fondent en fait sur ce qu'ils ont appelé le droit de l'homme. Et le droit de l'homme, en fait, à l'époque, en fait, pour la France, c'est la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Nous allons y revenir. Ou bien, soit encore, l'État fonde son projet d'abolition sur le droit de propriété. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il ne s'agit pas de considérer ces hommes et ces femmes comme des êtres humains, mais il s'agit en fait de les considérer véritablement comme des meubles, la propriété d'eux. Et dès lors, ce n'est plus en fait l'abolition immédiate n'est pas possible, l'abolition progressive non plus n'est pas possible, parce que il s'agit dès lors de renoncer à l'abolition. À partir du moment en fait où c'est fondé sur la propriété, ça veut dire qu'en fait que le passage en fait après 1848 est un passage où en effet la négation de la qualité d'être humain est maintenue, puisque c'est un bien qui passe dans d'autres mains. Et c'est ce qui va se passer. Alors d'abord l'abolition progressive. La preuve. Donc, regardons ce décret, en fait, qui a 9 articles. Et voilà ce qu'il dit dans son article 1er. L'esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises, 2 mois après la promulgation du présent décret, dans chacune d'elles. Et pourtant, dans
cet article, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'État français dira « Néanmoins, les Français qui se trouvent, nous sommes en article 8, néanmoins, les Français qui se trouvent atteints par ces prohibitions au moment de la promulgation du présent décret auront un délai de 3 ans pour s'y conformer. Ceux-ci deviendront possesseurs d'esclaves. Ceux qui deviendront possesseurs d'esclaves en pays étranger par héritage, don de mariage, devront, sous la même peine, les affranchir ou les aliéner dans le même délai à partir du jour où leur possession aura commencé. » Donc vous voyez, en fait, lorsque je disais que c'est progressif, vous avez vu, 3 ans après, c'est pas avec le décret du 27, c'est pas là, c'est le moment. 3 ans après, ce décret prévoit l'abolition de l'esclavage. Il faut bien comprendre, en fait, le mécanisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, à ce moment-là, l'État français nous dit le fruit de sa réflexion, avec Schleicher et toute sa bande, et sa décision, progressivement, renoncement à la reconnaissance, en fait, de ces hommes et de ces femmes comme étant des êtres humains. Immédiatement, renoncement, en fait, donc, à l'abolition du système esclavagiste en 1848. Et dès lors, qu'est-ce qui va se passer? C'est très, très important. Et là, je continue dans la foulée pour vous permettre, en fait, de savoir pleinement que, en fait, parce que dès lors, il faut suivre. Il faut suivre, en fait, cette abolition progressive. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Est-ce que l'État français va véritablement abolir? Parce que ça signifie qu'en fait, qu'il n'y a pas abolition, ça signifie que le droit français autorise, en fait, toujours le statut de maître à des Français, et ça signifie dès lors, en fait, que l'économie de la possession de ces hommes et de ces femmes qui ont des esclaves, en fait, cette économie qu'ils en tirent, en fait, si par exemple, ils ont des plantations à l'étranger, aux États-Unis, ou il y a dans ces pays où il y a de l'esclavage, ou au Brésil, ou ailleurs, eh bien, ça veut dire que cette économie, cette économie circule dans l'État français. Cette économie esclavagiste est légale. Donc il faut bien comprendre, la légalité, elle est là, elle s'épanouit. D'ailleurs, c'est pour cette raison. C'est pour, en fait, pour des raisons. Parce que, n'oublions pas, je vais prendre dans le détail, mais très rapidement, c'est parce qu'il y avait une pression des hommes et des femmes, en fait, réduits en esclavage, en fait. C'est cette pression qui a poussé l'État français à renoncer à son système. Mais en réalité, c'est la ruse du diable. Parce qu'une telle volonté, elle est diabolique. La volonté d'asservir tant d'êtres humains est diabolique. Et donc, il faut la suivre, cette volonté, cette ruse. Et donc là, l'État français ne veut tout de même pas renoncer à cette économie que ces hommes et ces femmes voudraient l'obliger, en fait, à renoncer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je disais, il faut suivre. Alors, allons 3 ans après, puisqu'ils ont dit 3 ans après, c'est terminé. Eh bien, 3 ans après, nous sommes en 1851. Et vous savez ce que l'État français va faire? Vous savez, en fait, ce que ce lobby, en fait, esclavagiste, par une loi du 11 février 1851, eh bien, l'État français va proroger à 10 ans cette abolition. 10 ans. Ce qui nous sommes en 1851. Et donc, par conséquent, va modifier cet article 8. Et je vous lis cette loi du 11 février 1851. Le délai que l'article 8 du décret du 27 avril 1848 accorda aux Français établis à l'étranger pour affranchir les esclaves dont ils sont possesseurs est fixé à 10 ans. Je vous épargne, en fait, toute cette manigance parce qu'ils ont dû se calmer et je dirais, tous ces hommes et ces femmes qui subissent et qui continuent à subir ce système, en fait, ils ne sont pas attentifs à ces choses-là. Les choses sont subtiles. Ils ne sont pas attentifs à ces choses-là. Et puis, ils sont dans la survie, en réalité. Et donc, mais nous poursuivons le droit. Il faut bien comprendre le mécanisme. Et donc, il n'y a pas d'abolition 10 ans plus tard. Et maintenant, évidemment, il y a des débats au Parlement, etc., pour justifier, pour dire, mais non, la France, en fait, va s'appauvrir, en fait, de la concurrence internationale, on a besoin de cette économie, etc. Il y a tout ça, hein, voilà, il y a tout ce débat, et des rapports, etc., pour justifier ça. Et puis, 10 ans après, je dirais, en tous les cas, nous sommes en 1858, puisque 48, 10 ans après, 58, ça revient, il faut débattre. Qu'est-ce qu'on fait de cet article-là qui a été modifié, amendé? Et le lobby, il est là. L'État français, il est là.
En parallèle, rappelez-vous que l'esclavage n'est pas aboli aux États-Unis, par exemple au Brésil ou au Cuba, etc. Hein. Il y a plein d'autres pays où l'esclavage, la chose va, tout va. Hein. Bon, donc ça veut dire qu'en fait que nous sommes dans un monde en fait toujours où l'humanité des Africains et de leurs descendants en fait est radicalement contestée. Je dis radicalement, y compris là, vous le voyez là, l'État français. 10 ans plus tard, ils vont prendre en fait une loi du 28 mai 1858. Qu'est-ce qu'elle va venir dire cette loi? Rappelez-vous, c'est progressif. Donc il n'y a pas d'abolition pour l'instant. Eh bien, je vous lis le contenu de cette loi. Le paragraphe 2 de l'article 8 du décret du 27 avril 1848 est modifié. Autre modification, mais regardez la portée de cette modification cette fois-ci. Est modifié ainsi qu'il suit. 2 points. Le présent article n'est pas applicable aux propriétaires d'esclaves dont la possession est antérieure au décret du 27 avril ou résulterait soit de succession, soit de donation entre vifs ou testamentaire, soit de convention patrimoniale. Fin de citation. Vous avez entendu? Le présent article n'est pas applicable aux propriétaires d'esclaves dont les possessions, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait que si vous avez eu, vous Français, vous avez eu ces hommes et ces femmes comme esclaves avant que ce décret ne soit pris, eh bien vous avez le droit d'être esclavagiste, vous avez le droit d'en posséder, vous avez le droit de faire le commerce et de venir déposer dans les banques françaises, en fait, cette économie, et ça va. Et il n'y a pas eu d'abolition d'esclavage en France. Je continue dans l'analyse de cet article. Où résulterait, donc avant le décret, ou bien résulterait soit de succession, héritage. Donc si vous avez hérité, vous Français, vous avez hérité en fait d'hommes et de femmes en fait, vous avez le droit de les garder et d'être esclavagistes dans le droit français. Ou bien une donation entre vifs, vous recevez ça comme donation, ou encore convention patrimoniale, mariage. Vous avez le droit, si vous par mariage en fait, voilà, etc. Donc comprenez bien ça, c'est déterminant. Si en fait on n'a pas ces connaissances-là, on ne peut pas comprendre en fait comment les choses se font, se défont. Et finalement, eh bien, on passe à côté de notre propre existence sociale, sociétale. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez compris cet article? Ça veut dire que dès lors, eh bien, l'esclavage ne sera jamais aboli. Et vous savez ce qui va se passer? Eh bien, les Français, l'économie, l'esclavage va continuer en France, parce que, par ce biais. Et vous savez ce qui va se passer? Ce n'est que parce que dans ces pays-là où, en fait, ces 10 étrangers font le va-et-vient, etc., où il y a l'esclavage, par exemple, aux États-Unis, ce n'est que lorsqu'en 1865, pour les États-Unis, la guerre de sécession, ils vont abolir l'esclavage. Ça va entraîner la ségrégation, toujours la négation de l'humanité de ces hommes et de ces femmes, mais ils vont enlever certains statuts pour maintenir d'autres, toujours des statuts d'humanité. Et donc, vu que ça a été aboli là, eh bien, ces Français ne peuvent plus. Mais ça signifie aussi que s'il y avait l'esclavage là, on peut activer, le Français peut venir activer ce droit et dire, mais ce droit n'a pas été aboli, je l'utilise. Et donc, pareil pour le Brésil. Le Brésil, en fait, c'est en 1885, ça a continué, et bon, il a fallu que, sinon, ça continuerait. Pour la France, ça continuerait. Et le droit permet la mise en esclavage, en fait, des Noirs, dans des conditions, là. Mais pas seulement ça, le droit français a définitivement validé la qualité, en fait, de sous-humain de ces hommes et de ces femmes, en fait, que nous sommes, nous, là. Et c'est ça, la réalité juridique. Et donc, je reviens donc sur ces 2 points dont j'ai fait état tout à l'heure. Le choix qui existait entre l'abolition progressive ou l'abolition immédiate. L'État français choisit l'abolition progressive. Et deuxièmement, le choix entre l'abolition fondée sur le droit naturel, ou encore le droit de l'homme, ou encore sur le droit de propriété. L'État français va écarter le droit naturel, va écarter le droit de l'homme, et va retenir le droit de propriété. Et je le répète, à partir de ce moment, eh bien, nous nous retrouvons en fait dans la situation où
parce que le Code noir n'est pas aboli, le système esclavagiste n'est pas aboli, eh bien nous nous retrouvons sur le plan strictement juridique dans la situation d'une vaste réforme, c'est-à-dire la disparition de certains statuts de déshumanisation, le statut de meuble d'esclave, mais une généralisation du statut d'affranchi. Et qu'est-ce qui caractérise, et je terminerai là pour l'instant, qu'est-ce qui caractérise tous les statuts du Code noir réservés à ces hommes et ces femmes, africains, africaines et leurs descendants, y compris le statut d'affranchi, c'est que, bien évidemment, aucun de ces statuts ne bénéficie de ce qu'en droit on appelle en fait la capacité de jouissance du droit de faire du droit. On ne peut pas donner en fait à des êtres qui sont indignes de la qualité d'être humain le droit de faire du droit. Et c'est pour cette raison que dans tout ce système, y compris jusqu'à maintenant, parce que c'est le statut d'affranchi qui a été généralisé pour nous et qui s'est maintenu et qu'on a nommé dans un discours idéologique ou politique l'assimilation juridique, et qui se traduit par l'article 73, par exemple, eh bien, dans ce qui caractérise en fait le statut d'affranchi, c'est précisément comme le statut d'esclave, le statut, et c'est substantiel, c'est que nous souffrons d'une incapacité de jouir du droit de faire du droit, et donc nous sommes des juristes applicateurs et pas des juristes lateurs. Il faut bien comprendre ces choses. J'en ai terminé pour l'instant, mais c'est pas qu'il nous il y a des choses en fait très importantes à dire. Il y a un moment qui a crié parce qu'il y a une question qui peut talent tout à l'heure, qui a posé en termes d'appartenance, de propriété, parce qu'il y a un dit là que mon temps, nous pas avoir cette explication à ce. Allô, bel bonsoir. Allô? Vous l'a dit nous, d'avoir que nous pas répondre la même? Allô? Ah ben, mon accueil vient crier. Allô? Allô, oui, bel bonsoir, monsieur Arneton. Un bel bonsoir, monsieur. Oui, bel bonsoir, Joël. Prénom, moi, c'est Bruno, mon cas crié dit Fête France. Bonsoir, Bruno. Aussi, oui, bonsoir. Mon cas salut aussi Vicky, bel bonsoir. Bel bonsoir, bonsoir. Oui, et puis merci, c'est vidéo. Ça a illustré l'émission, et puis mon cas saluer Grégory qui à la réalisation et au standard d'émission, et Mano qui a dirigé Zouk TV et téléspectatrices et téléspectateurs. Bel bonsoir aussi à invité autres. Alors, bel bonsoir mon boss fort Roland. Et bel bonsoir messieurs, parole alphabétique, Germanie, Jean-Emmanuel et Monotuka Dominique. Alors, merci Mamadou Mbe, merci pour l'émission. Sujet d'actualité, puisque mon regardé qui descendant les colons, qui détient 80% des richesses martiniques, alors qu'il y a représenté en dizaines de milliers de monde qui m'ont envie d'y faire échantrer. Et ces autres-là, les descendants d'esclaves, la plupart, il y a 50 000 qui ont touché RSA, Martinique. Donc, injustice va continuer, crime contre l'humanité va continuer. Nous, c'est rare, envie de pays au monde, nous, ça a fait encore. L'Afrique du Sud, ça finit. L'apartheid terminé. Et mon télé ajouté aussi qui, moi, c'est vrai, c'est les dettes marrons. En nous songeant tous ces dangers à éviter. Les punitions ils ont tenu, les exemples ils ont été parce que les ils ont été mutiler les gens, ça était devant tout le monde, même si moment. Après nous apprenons qu'ils étaient des chiens qui ont mangé les gens, juste des pirates qui étaient serrés, qui étaient trahis, ils ont fait beaucoup de commerce et puis ils ont été livrés. À l'époque, pas de portable, pas de carte, pas de boussole, pas d'éclairage, pas de lampe, pas de rien. Pas me tenir en couple là pour couper ces vieux hommes là. Là, c'est vraiment raide. Donc, c'est vrai au ACO. Et mon carigoté aussi, qui esclavage là fini, ils ont passé colon l'argent. En dédommagement de ces esclaves là, ils ont prend. Et ces esclaves là, parti de zéro, même question d'éducation, ils ont tenu en retard. Ils ont pas été à l'école. Et ils n'ont pas tenu. Alors, c'est vrai qu'ils ont trappé la liberté quand même. Ça n'a pas ni pris. Mais, contrairement à ce qui était fait en Amérique,
il n'y a pas ni bête, ni tête. Alors, question moi, ça qui est mon boss fort, Roland, qui c'est historien là. J'ai dit, moi, en 2023, je me trouvé qui c'est Bétia, qui a menti bon manière, sans qu'on retrouve dans l'aristocratie française. Alors, question que je posée, mon boss fort, origine, classe sociale, c'est colon, qui forme, qui nomme. Parce que il y a dit n'importe qui bagaille, il y a dit c'est pour glater l'argent, et c'est forme l'entrée qui a fait putain. Donc, parce que ça a joué quand même. On peut rappeler qu'il y a des 80% des richesses. Et ils ont propagé comme eux, ils étaient des sionistes. Après, il y a des business dans tout le pays canadien. Alors, côté yo pour faire venir Martinique, voilà. Et puis, deuxième question, c'est est-ce que vous pouvez nous, mon boss fort, non, il y a des héros en plus des Romains. Pour nous faire c'est la vie de France là, non, yo, place pas yo mérité. Alors, merci à tout Bamadjoumbe, et j'espère que mon boss fort, qui traite les géniques, qui peut répondre à ces questions. Merci encore, Joël, Vicky, mon boss fort, monsieur Germanier Monotuka. Pas de problème. Vous avez attrapé réponse, mais Roland, quand il réponse là, d'avoir nous fait quand même anti-respiration, une débarrasse à faire, ça va passer, mais trop vite. Trop vite. Bon. Merci Joël. Bye bye la famille. À plus tard. Vicky, est-ce que nous avons anti-respiration? Oui, nous avons anti-respiration vite pressé quand même. Il faut nous prendre quand même. Nous allons aller garder qui manière, nous allons célébrer un bagage qui fondasse encore nous, c'est Chivé Grenet nous. On nous garde et puis Ekanga. Chive moi,
Je ne vais pas parler en chai. L'animoun, téléphone n'a qu'à brûler, maman est là. Allô? Allô? Oui, nous avons dit assez court d'avoir temps à passer à nous, nous avons mis nous dehors. Un bel bonsoir, nous avons écouté. Bonsoir. Bien, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bon, il y a 5 personnes dans le plateau. Moi, je connais Théadam, Monotica et puis Maître Germanie. Alors, bonsoir à tous les 5 personnes, mais Maître Germanie et puis Monsieur Monotica, mon besoin, Côte Noire là, mon besoin, toutes ces livres-là, là. C'est Madame Ademar qui a parlé bas. Ok. Alors, bonsoir, et puis, m'en fini. Ok, un bel bonsoir. Nous allons prendre un deuxième appel. Nous allons quitter Iba, nous allons faire mon œuvre pour nous, Zouk TV. Nous allons prendre un deuxième appel là. Allô, un bel bonsoir. Allô, nous pas attendre nous. BC Télé a fermé Télé d'avril la red. Et qu'a fait que a dit les techniciens qui a dit ça a fait l'arsène. Allô? Peut-être en attendant, moi peux répondre. Oui. Madema. Oui. Allez à l'internet, Madema, et puis bel bonsoir. Et puis tapez le code noir PDF. Comme ça, on peut télécharger en les téléphones, nous, ordinateurs, tablettes, tout ça, on y a. Et puis, dis monsieur à bonsoir, moi aussi. Allô? Donc, oui, allô? Oui, nous écoutez? Oui, alors, mon film, là, vous êtes tellement très bien. Nous attendons mal. Ah, ça va aller là mieux, c'est bon? Ça va mieux. Allô? Allez. Bon, alors, moi, j'ai une petite question. Ça bien. Après la Deuxième Guerre mondiale, nous, de l'homme, a décidé de passer la décolonisation. Et il a décidé de décoloniser, etc. Alors là, je bien comprendre. Alors, nous attendons vraiment mal. Et en plus de ça, tant qu'à passer, Georges Marie. Allô? Réponds rapidement. Alors, moi, je dis ça. Comme les décidé de décoloniser, on ne peut pas voter pour taper l'indépendance. Ils ont accordé. Et nous, Martinique, nous passons dans le départementalisation, mais bref, ils laissent nous voter référendum pour nous faire ça, accéder à l'autonomie d'indépendance. D'après moi, ça n'est pas normal de ne pas faire nous voter d'affaires. Normalement, il faut accorder normalement, naturellement. C'est ici, on n'a pas de monde, on n'a pas de alors, je ne jamais de la vie. Les hommes baillent ça tombe dans les mots, ben la terre, les cabinets du jour. Là, nous prenons les minutes, il n'y a pas évolué. La nuit qui n'est pas des affaires. Alors, moi, on parle de maintenant du sang. Merci. Merci, Charles. Nous allons essayer en 3 minutes, parce que le temps coûte. Il y a une question, on va y venir de conclusion, on va y venir les réponses rapides. Georges Emmanuel, on a dit un bagaille, là où parce qu'après nous des meubles, des bagailles, la France pratiquement acheté nous en la main ces colons. Donc, c'est pour ça que nous avons parti dans la France. C'est ça, nous avons dit un bagaille comme ça. Est-ce qu'on a changé en 1981, les François Mitterrand entré président. Il est entré président de la France, il y a un gouvernement social-communiste, et puis il a décidé comme quoi il a nationalisé certaines entreprises. Et le Conseil constitutionnel, qui est une sorte de gardien de
du respect de la Constitution, teni pour apprécier la constitutionnalité de loi Tala. Alors la douette qui était affolée dit ah non, on ne peut pas priver les gens, les personnes privées de leur propriété privée. Et le Conseil constitutionnel affirmait en principe comme quoi l'on a nationalisé un bien qui appartient à une personne privée, il faut qu'on ait une indemnité. Mais c'est possible d'y nationaliser. Et bien, c'est ça qui était fait avant 1848, et puis le décret du 27 avril, en article 5, Victor Schellcher prévoit, dans le décret, que l'Assemblée nationale déterminera la quotité pour indemniser les béquets et les colons, les propriétaires d'esclaves. C'est-à-dire que c'est un processus de nationalisation qui est fait en les personnes dites esclaves, qui étaient en fait les Africains, et donc là on y un bœuf qui tord, là on y un chien qui tord, là on y un chat qui tord, là il fait petit, là il met bas, et bien petit assez tord, et bien même manière la France acheté grand-papa noir, grand-papa noir, grand-maman nous, yo fait nous c'est propriété yo. En tête yo, mais juridiquement dans le système de valeur yo. Et c'est pour ça les maîtres monotiques Kakadou comme ça rien pas changer, rien pas abolir, c'est le système d'affranchissement. En fait, système légal là, il a toujours ton dit ça. Dominique, écoute, parce oui, tout à fait. Oui, ils ont un éveil demi. Oui, en complément, justement, dit ça, Georges-Emmanuel Tekal dit là. Alors, là, je vais vous donner des éléments. Allez écouter. Voilà, tout à fait, des éléments. Voilà, tout à fait, très rapidement. Je disais tout à l'heure, en fait, que l'État français avait choisi, pour fonder son abolition, le droit de propriété. Donc, dès lors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait que nos ancêtres sont restés dans le système juridique français comme étant des objets, des meubles, des biens d'autrui. À partir de là, la seule chose qui soit possible en droit, c'est la cession, soit par le don ou soit par la vente. Là, en l'occurrence, ça s'est fait par la vente. Et la cession, c'est le passage d'un patrimoine à un autre patrimoine. Là, en l'occurrence, et c'est prévu par l'article 5, je cite l'article 5 de ce décret, l'Assemblée nationale réglera la quantité de l'indemnité qui devrait être accordée aux colons. Et donc, et ça nous permet, et très rapidement, à aller en fait trouver ce qui fonde cette propriété et depuis combien de temps en fait justement. Moi qu'à promettre Dominique. Ça nous finit. Eh ben, c'est dommage. Dominique, moi qu'à promettre que nous fait un deuxième. Nous ne pouvons pas couper la comme parce que ça. Martine regardez nous rapidement et pardonnez-moi. Non, nous accompagnons nous rapidement pour dire rejoindre ça ici à Kadia. Moi peux toute qualité ces monde là qui viennent. C'était tout simplement la plupart, c'était des cadets de famille sans espoir. C'était des gens qui n'avaient ni espoir fait fortune en France. Ils étaient des cadets de famille, les grands frères pas télépartager les terres et puis les petits. Et c'était aussi des aventuriers, des gens qui venaient chercher fortune, qui venaient chercher la richesse dans les îles. Alors, moi, je ne peux pas être trop longue. Et puis, il faut dire tout que ces madames-là, c'était des Manawa. Il faut que nous disions ça aussi. Aussi, quand ils étaient capables sur les ports. Voilà. Non, mais il faut que dire ça. Parce que pas ni assez madame. Je vais ajouter aussi, à Babissia, il dit Espagne non esclave. Alors, il faut que savent que, et mon fait travail là, esclave pas ni non, il ni prédon, ou ni robin. Et au mécanique non, après 1848, au prêcher en 1851. Alors, je vais permettre de garder en dernier ouvrage mon fait qui a intitulé Koy mon métier du matricule au patronyme. En les livres là à dans deuxième partie makaba origine ces premiers qui viennent et puis des nambucs là les autres là toutes makaba origine. Et puis pour conclusion moi c'était justement
le code noir, c'était la deuxième rupture. La première rupture, c'était la traite. Eh bien, la troisième rupture, c'est 1848. Mais pas rupture dans le bon sens. Le deuxième schisme, nous peut dire, c'est nègre en Martinique, c'est le fait que yo bayo des noms, yo encore entré yo dans ce système, yo cassé yo et puis africanité yo en leur donnant des noms. Et Bête Germanie qui est d'accord et puis moi, donner le nom en Afrique, c'est pas quelque chose d'anodin. Un nom, c'est a une grande signification. Et des émissaires du roi, des émissaires de la République, enfin des émissaires de la République, et puis après des émissaires de l'empereur, yo des noms, mais n'importe quel nom, qui n'a rien à voir avec leurs origines, qui n'a rien à voir avec leur africanité, qui n'a rien à voir avec eux-mêmes. C'est le deuxième schisme. Alors, Mamaïla, Vicky, je vais parler. Faire conclusion, d'avoir quand même mis nous dehors, celle bagaille nous a engagé comme nous, vraiment, pour talent sané, nous avons viré nous dans le plateau pour nous aller plus loin en une série de bagailles que nous becter. Ah oui, ça il faut nous faire en deuxième. Merci en chai, tout le monde qui a regardé nous. Merci en chai, toutes les invités nous. Merci en gros chai l'amour, tout le monde par côté Marigot et puis basse que nous aller embêter puis tout micro nous aller chercher yo en tout petit comment pour yo répondre nous. Et puis moi base autre rendez-vous mois prochain, nous base autre rendez-vous mois prochain. Donc, qu'est-ce que vous prenez d'autres? Et puis, en l'autre thème qui est bien potal en tout. Et surtout, il faut écouter, nous, pareil, là, des autres en chemin, nous, avons vérifié une émission, nous, avons aller en plus profondeur à Domadjumbe, à Sapotalan, parce que moi, il a arrêté ou à gauche, Dominique, quand tu as pour ne pas même parler, Georges Emmanuel, bon, pardonnez-nous, tout le monde qui a écouté nous, merci en chai, toujours et puis en chai l'amour. C'est le bagage nous avons demandé, peut-être Zouk TV, nous la journée pour nous assises et puis nous parler de temps en temps, nous pas au spell, pour moun Martinique, pour moun nous li on te savent, ça y est, le ouais, aujourd'hui, la France a acheté nous. Merci en chai, en belle nuit de tout le monde, belle la journée pour ceux qui ont regardé la journée. Merci en chai encore, Zouk TV, recevez nous et des moun savent. Ça y est, l'on rentre dans le corps, ma Djumbe.